Le 18 juin 2026 est un jour qui sera à jamais marqué, gravé dans l'histoire judiciaire de France. D'ailleurs, le procès qui s'est tenu ce jour-là, à la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, sera inscrit dans les annales judiciaires, notamment dans le grand livre de la jurisprudence française qui s'appelle l'Encyclopédie Dalloz. Car inévitablement, les sages et les grands chercheurs de la science juridique seront intéressés par les motivations extraordinairement efficaces par lesquelles le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, défendant le professeur Franklin Nyamsi et votre serviteur lui-même, professeur Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, seront parvenus à convaincre les augustes juges du tribunal correctionnel de Paris que monsieur l'ambassadeur Sylvain Ité, représentant direct du président de la République française Emmanuel Macron, n'avait pas raison de prétendre qu'il avait été diffamé par le défenseur de l'Afrique des libertés lorsque celui-ci demande le départ total des troupes néocolonialistes françaises, la fin de l'ingérence de la puissance française dans la désignation des dirigeants africains, l'abolition de la monnaie coloniale criminelle du franc CFA et la fin de la répression culturelle organisée par les puissances impérialistes, néocolonialistes, occidentales et moyen-orientales contre le peuple africain. Normalement, si la France était encore détentrice d'une presse en bonne santé mentale, d'une presse en bonne santé morale, d'une presse en bonne santé idéologique et politique, de nombreux journaux de France et de Navarre se seraient saisis de la déculottée subie par le gouvernement Macron et infligée par le professeur Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa et ses intrépides et inénarrables avocats coordonnés par Maître Ndjifutao Woshawa Boubekr, avec l'animation de Maître Sylvain Senda, Corinne Jeanne et Léa Tangan, Geoffroy Balonga, Alexis Ihou, Daniel Babin, Taboulambeko, Mamadou Diakité. Oui, si la presse française était encore une presse, et non en réalité derrière comme les fesses, on aurait trouvé à la une de RFI, à la une de France 24, à la une de TV5, à la une du Monde, à la une de Libération, à la une du Parisien, à la une du Figaro, à la une de Paris Match, à la une de Jeune Afrique. On aurait trouvé à la une du Monde diplomatique, on aurait trouvé à la une de tous les principaux journaux régionaux de France, comme La Voix du Nord, qui paraît à Lille. On aurait trouvé, une annonce remarquable. Le gouvernement français battu au tribunal à Paris par un intellectuel, panafricaniste, franco-africain, le professeur Franklin Nyamsi. Et le collectif d'avocats qui l'accompagne, le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés. Or, quelle que soit votre manière de bêcher et de piocher et de fouiller dans la presse française depuis le 18 juin 2026, date fatidique où Sylvain Ité a été terrassé brutalement avec une obligation de payer des frais de justice par votre serviteur, avec le plaidoyer extraordinairement pertinent de nos avocats, depuis ce jour-là, on entend voler une mouche à Paris. Je dois vous dire, par expérience des prétoires judiciaires, tout naturellement de France, que pour tous les procès qui concernent les panafricanistes en général, et pour tous les procès ayant une dimension politique, de nombreux représentants de la presse française rôdent au palais de justice de Paris. Pour toutes les affaires qui me concernent, chaque fois que les verdicts m'étaient défavorables, la presse française dont je viens de parler s'était immédiatement arrangée pour donner écho. Depuis 2021, date à laquelle Emmanuel Macron a décidé de me mettre dans la liste rouge des hommes à abattre
car nous serions coupables de ce qu'il a abusivement appelé le sentiment anti-français. Nous serions coupables de la défaite diplomatique de la France, de son recul d'influence économique, géopolitique, géostratégique, depuis le jour où il a fait. Chaque fois qu'Emmanuel Macron me porte des coups, la presse française s'en fait l'écho et me présente tout naturellement comme un ennemi de la France. Que ce soit RFI, France 24, TV5, Le Monde, l'AFP, Jeune Afrique, Le Figaro, tous ces journaux n'ont jamais raté une occasion de me présenter de manière abusive comme un ennemi de la République française, uniquement parce que je suis une pièce maîtresse de la critique du néocolonialisme français et que je trouble la conscience des plus naïfs qui, en France, ne veulent pas regarder les dégâts commis par les gouvernements de la Ve République en Afrique au nom du peuple français. Voici maintenant que les vents tournent. Voici que les choses tournent kazakh. Et que tout d'un coup, des juges français prennent la responsabilité de constater que mais M. Franklin Nyamsi est quelqu'un qui développe des arguments. M. Franklin Nyamsi est quelqu'un qui, en réalité, se défend en utilisant la méthode du débat d'idées. C'est un intellectuel qui utilise la méthode dialectique, la méthode du contradictoire. C'est quelqu'un qui utilise des arguments. On l'appelle justement le professeur, le docteur des preuves, parce qu'il fait partie de ceux qui ne se présentent pas sur les réseaux sociaux, simplement avec l'éventuelle beauté de leur tête, mais qui arrivent avec des arguments. Et qui, quand ils disent une chose, disent pourquoi ils la disent. Et pourquoi ils sont prêts à la redire plusieurs fois, s'il le faut. La décision du 18 juin 2026 reconnaît que je suis quelqu'un qui fait de la politique avec des armes intellectuelles, des armes idéologiques, des armes logiques. Je ne fais pas de la politique avec les seules émotions, passions ou simplement avec la rhétorique. Quand je dis qu'il faut mettre fin à l'occupation néocolonialiste de l'Afrique, j'ai les preuves de cette occupation. Quand je dis qu'il faut mettre fin à la monnaie néocolonialiste criminelle du franc des colonies françaises d'Afrique, j'ai les preuves de ce que je dis. Quand je dis qu'il faut mettre fin à l'ingérence criminelle des puissances occidentales, moyen-orientales, l'ingérence criminelle de la France pour imposer des valets à la tête des pays africains et continuer à les piller, j'ai les preuves de ce que je dis. Quand je dis qu'il faut mettre fin à la répression culturelle contre le peuple africain et laisser les Africains créer des institutions inspirées de leur propre civilisation, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Et j'ai produit une œuvre de plus de 50 ouvrages. Je ne connais aucun ministre du gouvernement Macron qui ait produit une œuvre comparable à la mienne. En volume et en qualité, je n'en connais pas. Donc maintenant qu'il y a des juges de France qui disent à Sylvain Ité, mais monsieur Ité, il ne vous a pas diffamé. Il a développé sa pensée. Monsieur Ité, il ne vous a pas diffamé, Franklin Nyamsi. Il vous a contredit. Certes, cela vous a heurté, mais c'est parce que Franklin Nyamsi est diablement efficace au débat. Et mon efficacité au débat n'est pas simplement reconnue en France. Elle est reconnue partout dans le monde où je suis passé. Je voudrais rapporter une anecdote ici, que vous ne devriez pas oublier. Parce qu'un jour, peut-être, cette anecdote va vous éclairer davantage sur l'homme que je suis. Ça se passe au lycée de Yabassi. Mes camarades du lycée de Yabassi sont là. Beaucoup sont vivants. Que Dieu leur accorde longue vie. Ça se passe dans les années 88-89. Il y avait dans notre lycée, l'ancien lycée de Yabassi, pas le nouveau qui a été construit à la fin des années 80, derrière Ndokoko, mais l'ancien lycée de Yabassi qui est dans le centre même de la ville de Yabassi, pas très loin de la préfecture de Yabassi. C'est là que nous avons fait notre lycée. Nous avions là-bas un club journal. Ce club journal était animé par des élèves du lycée, et notamment les élèves, bien souvent, de seconde, première et terminale, en raison
de leur niveau intellectuel supérieur. La tradition au lycée de Yabassi, c'était que le poste de rédacteur en chef du journal du lycée est soumis à une élection. Et à cette élection, votent tous les élèves du lycée. Donc c'était en fait un apprentissage indirect du principe démocratique qui nous était fait au lycée. Au lycée de Yabassi, ça c'était la mère des élections. L'élection du rédacteur en chef du journal du lycée. Alors, en première, en classe de première, par là, je brigue le poste de rédacteur en chef. En première ou plutôt en arrivant en terminale, je brigue le poste de rédacteur en chef du journal du lycée. Et c'est un poste qui était très envié. D'abord parce que c'était l'occasion de montrer qu'on était la meilleure plume du lycée, puisqu'on était lu par les professeurs, on était lu par tous les élèves, et même par tous les visiteurs du lycée qui s'arrêtaient devant le grand portail d'affichage du journal de la semaine. C'était vraiment le journal que nous tenions. Donc c'était un poste aussi important parce que le rédacteur en chef du journal était l'autorité intellectuelle des élèves du lycée. Il y avait bien sûr les chefs de classe, mais les chefs de classe étaient des autorités politiques des classes. Alors que le rédacteur en chef du journal, c'était l'esprit du lycée. L'esprit. Donc c'était un poste important. Tout naturellement parce que c'était un enjeu d'admiration à l'intérieur du lycée, dans la ville. Et même les doyens qui étaient dans les administrations de l'agriculture, à la préfectorale, à l'administration des impôts, avaient une très grande considération pour le rédacteur en chef du journal du lycée de Yabassi. Donc c'était un poste qui était extrêmement envié. Parce que le red chef, c'était pas n'importe qui. Alors c'est clair. Donc voilà le poste qui est en jeu. La campagne électorale commence. Bon, j'avais une avance évidente, je pense, sur mes adversaires, parce que moi, j'avais pris le temps de les étudier. Et que quand j'ai pris la parole, j'ai pris le temps de montrer qu'ils n'avaient pas les qualités nécessaires pour assumer la fonction. Et ce faisant, je montrais que moi, je les avais. C'est-à-dire que j'ai mené une campagne dialectique. Par exemple, il y en avait un qui était particulièrement accusé d'être un grand mouchard, un grand calomniateur. Je ne vais pas donner son nom. Les gens de la génération se souviendront de celui-là. Je dirais que dans ma campagne, j'ai expliqué aux élèves, classe par classe, et lors aussi de l'Assemblée générale, qu'il ne faut surtout pas confier la rédaction en chef du journal du lycée à quelqu'un qui confond l'information avec la délation. Et il y avait une grande figure du théâtre camerounais à cette époque-là, qui s'appelait Essola. Essola, qui jouait dans un feuilleton à la radio-télévision du Cameroun, incarnait la trahison. Et je rappelais que ce personnage était appelé dans toutes les classes, et partout où on l'avait connu, on l'appelait Essola. Et je disais donc que l'essolaïtude n'est pas une condition pour rentrer dans la dimension de la carrière journalistique. Elle appartient à ceux qui savent traiter de l'événement pour en produire le sens et en faire comprendre la portée. Et que cela n'est pas fait pour les petits calomniateurs, les petits délateurs, les colporteurs de rumeurs, les individus moucherons. J'ai multiplié tellement de... Et j'ai donc fait rire le public au détriment de mon principal adversaire qui était dépassé par la stratégie qui consistait à le décrire sans le nommer, sans même me retourner vers lui. Je me suis contenté de le décrire et lui, littéralement, il pissait dans ses frocs. Quand la parole lui arrive, lui aussi, il avait préparé une cartouche contre moi. Il dit que c'est pas normal de confier. C'est pas normal de confier la rédaction de ce lycée à quelqu'un qui a déjà d'autres responsabilités dans les activités culturelles, parce que ça, c'est du cumul. Et ça, c'est très mauvais, parce que les cumulards, c'est des gens qui aiment tout contrôler, qui aiment tout gérer, etc., etc. Mon adversaire, comme vous voyez là, c'est lui qui organise la fédération sportive du lycée. C'est l'organisateur de la fédération sportive du lycée. Quand il a fini, je dis, lui, il est arbitre dedans. Je l'ai laissé finir. Hein. Je dis, lui, il est arbitre dedans. Donc si c'est pour le cumul, lui, il veut être rédacteur en chef du journal, comme moi, mais il est déjà arbitre. Et moi, je suis le président de la fédération. Donc, en fait, si vous le choisissez, vous aurez quand même choisi un cumulard
Qui plus est, calomniateur et délateur. Alors que si vous me choisissez, vous choisissez un intellectuel qui en plus a le talent de l'organisation, puisque j'organise la fédération. Je l'ai battu à plus de 90%. Je l'ai battu à plus de 90%. Donc, je rapporte une anecdote du lycée. Et moi, j'avais souvent été rédacteur en chef, même au collège du centre à Douala, je gagnais les élections. Il n'y a pas de débat. Je viens, on discute, je te bats. Et donc, partout où je suis passé, on sait que je ne fuis pas le débat. Au Mali, ici, les gens ont appris à m'apprécier quand ils m'ont vu à la télé, confronté à ceux qu'on considérait comme les plus redoutables débatteurs de la place. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Cameroun, pareil. En France, pareil. Oui, même en Angleterre. Allez regarder les émissions de Vox Africa. Donc, normalement, tout le monde devrait reconnaître que je ne viens pas sur le réseau social m'attaquer à quelqu'un juste parce que sa tête ne me plaît pas. Même si, en effet, il y a des têtes qui ne me plaisent pas. Comme d'ailleurs, il y a des têtes qui ne vous plaisent pas. Pourquoi la presse française ne veut-elle pas donc rendre compte? Revenons sérieusement à la question. Pourquoi elle ne veut pas rendre compte de la défaite de Sylvain Ité? Sylvain Ité a voulu me présenter comme un diffamateur, comme un calomniateur. Il a voulu tomber dans le piège de mon camarade du lycée que j'avais battu à l'élection pour devenir rédacteur en chef en 1988. Lui, il a voulu me présenter comme quelqu'un qui avait un défaut qui était exactement le sien. Car je connais les 4 thèses pour lesquelles je combats et tous mes amis sur les réseaux sociaux les connaissent. Vous pouvez me réveiller à toutes les heures, je démontre les 4 thèses. Je suis prêt. On n'est pas allé vers l'école, on est allé à. Et c'est pour ça que nous sommes allés à l'école. Pour être capable de défendre des idées, défendre des causes, de parler, de s'asseoir sur ce que nous disons. C'est pour ça que nous sommes allés à l'école. Et que nous nous sommes installés dans l'école pour former à l'école. Donc, pourquoi la presse française ne veut pas parler de cela? Alors, l'explication la plus simple, c'est de dire qu'ils ne veulent pas parler de cela parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Ils ne veulent pas parler de cela parce que, bien sûr, ils sont alignés derrière les dirigeants néocolonialistes français qui veulent continuer à ensanglanter et à piller l'Afrique comme ils le font depuis 600 ans. Ok, ça c'est une explication acceptable. Mais pour moi, cette explication ne suffit pas. En réalité, le fond du problème de la presse française, c'est qu'en reconnaissant la défaite de Macron, la défaite de Sylvain Ité contre les panafricanistes, cette presse acterait la défaite intellectuelle de toute la classe politique française qui défend les mêmes positions que Macron envers les panafricanistes. C'est beaucoup plus grave pour eux. Les néocolonialistes ne sont pas seulement solidaires entre eux, mais ils ont un orgueil, ils ont une vanité, ils ont une suffisance, ils ont une prétention à la possession de la raison. Ils se prennent pour la raison incarnée. Rendre compte donc de la défaite de l'ambassadeur de France en Colombie. Je rappelle qu'un ambassadeur est le représentant direct du président de la République. Donc rendre compte de la défaite d'Emmanuel Macron devant Franklin Nyamsi dans un débat dialectique qui a eu lieu au tribunal de Paris, la capitale de la France, qui plus est un tribunal correctionnel où Franklin Nyamsi a été traîné et où les juges disent qu'il y a relax pur et simple de Franklin Nyamsi, que Franklin Nyamsi a simplement développé ses idées, que Franklin Nyamsi a utilisé la méthode du débat d'idées, mais qu'en aucune façon, ni de près ni de loin, il n'a été question de diffamer. En fait, leur problème, ça voudrait dire que s'ils en parlent, ils ont reconnu le triomphe intellectuel, idéologique, politique, moral et spirituel du panafricanisme sur le néocolonialisme. Voilà le véritable enjeu. Ils aimeraient bien en parler puisque ça attire de l'audience. Ça pourrait même rendre leurs médias relativement intéressants. S'ils faisaient une. Sylvain Ité, l'ambassadeur de Macron, est allé au tribunal correctionnel de Paris par le professeur panafricaniste Franklin Nyamsi. N'importe quel journal français qui dit ça va attirer beaucoup de gens pour dire « Oulala, Macron s'est pris une tôle au tribunal ». Il y a même des gens qui vont acheter leurs journaux qui ne les ont jamais achetés avant. Mais le fond du problème de l'élite politique et intellectuelle de la France actuelle, ce fond du problème, on le trouve dans l'orgueil raciste, l'orgueil négrier, l'orgueil
impérialiste, l'orgueil néocolonial. Ces gens sont habités d'une illusion tenace qu'ils ont forcément raison face à un Africain. Et c'est cela qui les empêche de faire leur travail de journaliste et de rapporter la défaite du gouvernement français face à un intellectuel défendu par des avocats africains de France. Parce que ça aussi, c'est la reconnaissance du talent, non pas simplement de l'intellectuel, mais des avocats intellectuels du droit qui entourent votre serviteur. Cela voudrait dire en réalité que tout ce qui a été dit contre les panafricanistes depuis plusieurs décennies dans les tribunaux de France et de Navarre est faux. Cela voudrait dire que les panafricanistes ne sont finalement pas coupables du sentiment anti-français, que ce que les panafricanistes exigent depuis plusieurs décennies, plusieurs années et même plusieurs siècles maintenant, était fondé en vérité, que c'était juste, que c'était en fait la base même d'une nouvelle relation solidaire entre les peuples du Nord et ceux du Sud global. Donc, je voudrais vous inviter à constater que le silence coupable, l'omerta, c'est le mot qu'on utilise pour ce genre de silence, le silence criminel de la presse française dans cette affaire, est en réalité le dernier refuge de l'orgueil, du racisme français. Le dernier refuge de l'orgueil, du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme français. Parce que ces journalistes, eux aussi, sont habités de l'illusion que l'Afrique doit appartenir à la France. Et que quand les Africains contestent cette volonté d'hégémonie, cette volonté de persister dans les relations néocolonialistes, ils ne le font pas par leur propre intelligence, ils le font parce qu'ils sont pistonnés par la Russie, ils le font parce qu'ils sont pistonnés par la Chine, ils le font parce qu'ils sont pistonnés par une puissance exogène. Il y a cette conviction dans une large frange de l'intelligentsia française et dans pratiquement toute l'élite politique française que des initiatives anticolonialistes en Afrique sont nécessairement manipulées par les puissances non africaines. Que les Africains ne sont pas capables d'une initiative sui generis venue d'eux-mêmes pour se défendre. C'est d'ailleurs ce qui explique que beaucoup d'Africains qui se défendent dans les tribunaux de France et de Navarre ont tendance à recourir à des avocats blancs. Parce que ce complexe d'infériorité se reproduit même parmi les Africains eux-mêmes, qui n'osent pas utiliser l'intelligentsia judiciaire noire, n'osent pas mobiliser les forces de leur propre intelligentsia pour affronter la domination raciale, coloniale et néocoloniale. C'est un double complexe donc, complexe de supériorité de l'élite néocolonialiste française, qui est aussi cette élite journalistique, qui refuse de parler de la défaite de Sylvain Ité et de Macron face à Niabsi et au collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Ils refusent d'en parler parce qu'ils ne sont pas prêts à bouger de leur dernière zone de confort, l'illusion de leur supériorité anthropologique, l'illusion de la différence ontologique qu'il y aurait entre le blanc et le noir. De telle sorte que, lorsque le blanc a tort face à un noir, il faudrait quand même toujours imaginer que le blanc a raison quelque part. Car le noir même qui aurait raison, n'aurait raison que parce qu'un autre blanc lui a fichu les bonnes idées dans la tête. Bref, si c'était un citoyen russe qui avait remporté une victoire contre les tribunaux français à Paris, on en parlerait plus facilement. Pourquoi? Parce que la France, dans toutes ses tentatives de guerre contre la Russie, n'a pas réussi à la coloniser. Mais comme c'est un citoyen, français d'origine africaine, citoyen d'origine africaine, qui bat le gouvernement néocolonialiste français au tribunal, en parler, c'est reconnaître qu'il y a désormais un renversement de la relation dialectique du maître et de l'esclave, et que l'esclave est devenu le maître du maître, et que le règne du maître a pris fin. C'est ce refus-là qui fait que RFI, motus bouche cousue, AFP, motus bouche cousue, Jeune Afrique qui est habitué à me brocarder à la moindre affaire, motus bouche cousue, AFP, comment il s'appelle? Le Monde, Silence Radar, TV5, on n'en parle pas. Ah non, 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 non. Le Parisien, non, non, non. Le Figaro, Libération, rien. Je vous rappelle qu'ils sont présents au tribunal de Paris dès l'ouverture des premières affaires. Ils sont présents dans le tribunal correctionnel. Ils ont des correspondants qui suivent toutes les affaires et qui les répercutent dans la presse. Ils ont même des spécialistes
les affaires judiciaires, en permanence au tribunal. Même quand mes procès se sont tenus en Rouen, il y a toujours eu des membres de cette presse médiatique française qui étaient venus dans la salle. Et à peine étais-je rentré chez moi que toute décision qui avait été prise contre moi au tribunal avait déjà été ventilée. C'est par exemple le rôle ignoble qu'a joué le journal Paris-Normandie. Un journal qui est le journal principal de la place de Rouen. Il y avait toujours des gens de Paris-Normandie dans tous mes procès. Y compris des gens pour me caricaturer à la main. Me dessiner et me sortir comme un Tintin dans leur journal. Pour me présenter sous le jour le plus sombre possible, c'est-à-dire conformément à ce que Macron voulait. Maintenant que les choses ont tourné au vinaigre, ces gens qui étaient pourtant là, qui savent, ils ont disparu. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont même voulu biaiser l'intelligence artificielle. Ce n'est que depuis ce matin que l'intelligence artificielle commence à reconnaître que Sylvain Ité, ambassadeur de France en Colombie, homme de main d'Emmanuel Macron, a perdu un procès le 18 juin. Nous sommes le 21. Le 18 juin face à Franklin Nyamsi. Je vous dis que l'intelligence artificielle interrogée le 18 juin au soir ne reconnaissait pas la défaite d'Ité. Et disait que c'était une invention des milieux panafricanistes. Le 19 juin au matin, c'est-à-dire le vendredi passé, j'interroge l'intelligence artificielle. Sylvain Ité a-t-il été battu par Franklin Nyamsi au tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire de... L'intelligence artificielle dit non, il n'y a aucune preuve en ce sens. J'ai découpé une partie de la décision et je l'ai collée dans la boîte de l'intelligence artificielle en disant « Vous, intelligence artificielle, êtes manipulée par le gouvernement français. Voici un extrait de la décision officielle déboutant Sylvain Ité, le condamnant à payer des frais, et dans laquelle il est dit que son procès en diffamation contre Franklin Nyamsi n'est pas fondé. Il est rejeté dans tous ses griefs. » J'ai collé l'information officielle française dans le site de l'intelligence artificielle. C'est là qu'elle a répondu « Je ne suis qu'une intelligence artificielle, il est possible que je me trompe. Merci d'avoir corrigé mes erreurs. Je reconnais qu'en effet, M. Sylvain Ité a sans doute perdu son procès délibéré le 18 juin par la 17e chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris. J'ai encore écrit à l'intelligence artificielle. Jusqu'ici, vous continuez à mentir. Car vous avez été programmé pour donner raison à Macron, donner raison aux dirigeants occidentaux. Je vous ai donné un fait. Et vous pouvez aller maintenant sur le site officiel du ministère de la Justice. Vous pouvez y aller, vérifier les décisions de justice. Elles y sont publiées. Sylvain Ité a bel et bien perdu et il a été condamné au dépens. Allez voir. Là, depuis ce matin, Sylvain Ité a perdu son procès contre le professeur Franklin Nyamsi à Paris. C'est seulement depuis dimanche matin que l'intelligence artificielle est capable de dire ça. Donc, c'est vous dire jusqu'à quel point ils ont poussé. Hein. Ils sont allés jusqu'à biaiser les machines. Ils sont allés jusqu'à manipuler les robots pour que les robots disent et répètent bêtement leurs mensonges. Voilà pourquoi il faut expliquer à nos enfants que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est vrai. Ce n'est pas tout ce qu'on lit qui est vrai. Quand vous allez sur Google, vous allez sur Internet, ne vous contentez jamais de ce que vous voyez. Procédez toujours à une analyse de ce que vous voyez. Demandez-vous quel est l'intérêt qu'on a à vous dire ce qu'on vous dit. Parce que le visuel a ceci de trompeur qu'il donne l'illusion de la réalité. Vous voyez? Donc, je conclus le premier point de cette émission. Qu'est-ce qui explique le silence coupable de la presse française? Ce silence est un silence raciste. C'est un silence négrier. C'est un silence colonial, néocolonial. C'est une omerta en réalité de complices. C'est une omerta de criminels associés. C'est la même presse, eh bien française, qui est pressée d'accuser les armées maliennes, burkinabées, nigériennes d'exactions imaginaires. Elle est incapable de voir la condamnation d'un officiel, d'un ambassadeur français à Paris. Et ce n'était pas n'importe qui. C'est l'ambassadeur qui était, eh bien, au Niger et qui a refusé de partir quand les autorités nigériennes lui ont demandé de partir. Un ambassadeur à scandale. On ne peut pas condamner un type comme ça à Paris et toute la presse parisienne n'est pas au courant. C'est le même individu qui a dit, quand il était ambassadeur de France au Niger, que l'eau du Niger appartenait à l'Union européenne. Et que les Nigériens devraient, pour cela,
eh bien, littéralement, mendier le respect de l'Occident. C'est le même là. C'est le même type qui a refusé de quitter le sol nigérien et qui a dû le quitter manu militari, caché dans une voiture comme un vulgaire espion, eh bien, pris la main dans le sac. C'est ce même monsieur-là. C'est ce monsieur qui est poursuivi par la famille de monsieur Moustapha Banga, un agent de sécurité qui a trouvé la mort dans l'ambassade de France en septembre 2023. Il est poursuivi pour cette affaire. Comment un type comme ça, aussi sulfureux, peut être condamné aux dépens, eh bien, à Paris, et puis silence, si ce n'est en réalité de la complicité. Mais ils sont prêts à dire, ah, crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. J'ai même vu quelques niais qui disent, on va traîner Abdoul Niang, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, etc. devant la Cour pénale internationale parce qu'ils soutiennent la lutte antiterroriste. Parce que les terroristes là, ce sont les défenseurs des droits de l'homme. N'importe quoi. À Paris, les journaux sont prêts à tout publier. France 24, RFI, TV5 sont prêts à donner la une aux chefs terroristes. Mais quand on bat un chef néocolonialiste, silence radar. Ils font le mort. Pourquoi ils font le mort? Parce que c'est insupportable pour leur orgueil. Cet orgueil-là, il est nourri par le racisme négrier, le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et le terrorisme indécrottable. Voilà la vérité dans cette affaire. Nous pouvons passer au second sujet. Voilà pourquoi ils refusent d'en parler. Bon, ils ne veulent pas en parler, nous en parlons. Nous n'avons pas besoin de la presse française pour que le monde entier sache que Emmanuel Macron a été battu par Franklin Yamsi, eh bien, au tribunal correctionnel de Paris. On n'a pas besoin de la presse française pour cela. Ils n'en veulent pas. Bon, la presse russe, elle a publié. Ça va sortir dans la presse africaine partout. Ça va sortir dans la presse américaine. Ça va sortir dans la presse chinoise. Ça sort déjà là dans la presse iranienne. Ça va sortir. On n'a pas besoin d'eux pour que le monde sache qu'ils ont été battus. On n'a pas besoin d'eux. Et on va le leur montrer. On va leur montrer que le monde dans lequel ils contrôlaient toute information sur l'Afrique, ce monde-là n'existe plus. Ce monde n'existe plus. Dans la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, dans la lutte contre la haute sorcellerie france-africaine, il faut savourer les victoires, mais il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Il ne faut jamais partir du principe que parce qu'on a remporté une victoire, on a remporté toute la guerre. Les victoires, certes, sont inoubliables. Elles ont cela de particulièrement touchant que les victoires sont vraiment le moment où vous vous dites on ne s'est pas battu en vain. On a quand même obtenu, on a quand même atteint un certain nombre d'objectifs. Il faut s'arrêter quand il y a une victoire. Dans le cas d'espèce, nous nous sommes arrêtés, j'ai salué, nous nous sommes félicités, mes avocats et moi-même, mes amis de l'Institut de l'Afrique des Libertés, je salue ici le vice-président de notre institut, mon doyen bien-aimé Epiphane Desguenon et toute la famille. Nous nous sommes congratulés, pour utiliser un anglicisme, nous nous sommes félicités, mais à aucun moment nous n'avons cédé à une euphorie. À aucun moment nous n'avons cédé à une euphorie aveuglante. Parce que ceux auxquels nous avons affaire sont connus pour leur manière inimitable de s'asseoir. Ils sont connus pour ne jamais renoncer à nuire. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu une victoire judiciaire que le néocolonialisme français va en démordre. Précisément parce qu'il est faible, parce qu'il est en danger, le néocolonialisme français va être beaucoup plus violent. Nous en avons une parfaite conscience. Et nous ne nous laissons pas endormir par nos propres victoires. Voilà comment nous avons essayé de nous promener à vélo dans le cerveau de Macron. Mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron, qui, dans son narcissisme primaire connu, se croit le plus important des présidents que la France ait jamais eu. Il lui arrive même quand il est assis parfois à côté du président américain Donald Trump de croire que lui, il est Donald Trump. Regardez par exemple la scène où Donald Trump est en train de signer le manuscrit de l'accord avec l'Iran. Emmanuel Macron applaudit de manière tellement euphorique et névrotique qu'on peut penser qu'il applaudit comme si c'est lui qui venait de signer l'accord. Comme si c'est lui qui était Trump.
et que c'est Trump qui était assis à sa place. C'est quelqu'un qui a un fonctionnement extrêmement troublant. Donc c'est quelqu'un chez qui il n'y a pas de place pour la remise en cause de soi. Il ne sait pas se remettre en cause. C'est un homme politique marqué par l'absence de recul. C'est un jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui est téméraire. C'est quelqu'un qui ne change jamais d'avis. Même si il est hésitant quand il est confronté à plus fort que lui, il change difficilement d'avis. Même quand il subit une défaite, il y voit une victoire. Il a besoin constamment de se convaincre qu'il est ce qu'il n'est pas. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'illusion permanente, l'auto-illusion permanente. C'est quelqu'un qui se ment. Il vit dans un monde imaginaire dans lequel tout se passe bien, alors que dans le monde réel, ça se passe en réalité très mal. C'est ça, en fait, la psychologie de Macron. Donc, dites-vous, quand Macron apprend de ses services que Franklin Nyamsi et ses intrépides avocats ont battu Sylvain Ité et son avocat, ont battu un ambassadeur de France, représentant direct de lui, Emmanuel Macron, au tribunal. À votre avis, quelle est la première réaction de Macron? Mais Macron pète un câble. Macron pète un câble. Je l'imagine hurlant toutes sortes de jurons. Je l'imagine proférant toutes sortes d'insanités contre ceux qui n'ont pas été capables de battre au tribunal ce Franklin Nyamsi, qu'il a décrété, urbi et orbi, soi-disant ennemi de la France, coupable d'atteinte à la défense française, à la souveraineté française, coupable d'atteinte à ceci, à cela. Vous savez, Emmanuel Macron a, lui tout seul, avec 2 de ses ministres, décrété que j'ai porté atteinte à la défense de la France, en écrivant des livres, en donnant des conférences, rien que par la pensée, la parole, l'écrit et l'image. J'aurais porté atteinte à la souveraineté de la France, à la défense de la France. J'aurais porté même atteinte à la population française que lui, Macron, n'a jamais contribué à augmenter puisqu'il n'a pas d'enfants. Donc imaginez quand ce monsieur apprend que l'homme qu'il a décrété, homme à abattre, a battu son homme de main, Sylvain Ité. Et Sylvain Ité n'est pas n'importe quel ambassadeur pour Macron. Ils ont une relation très spéciale. Quand Macron a décidé de mener contre les panafricanistes une guerre informationnelle, parmi tous les ambassadeurs qu'il y a en France, celui qu'il a trouvé pour nommer comme l'ambassadeur des réseaux sociaux, c'est ça le poste, ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique. En fait, c'est l'ambassadeur des réseaux sociaux. Le tout premier qu'il a vraiment trouvé bon de nommer pour nous affronter, c'est Sylvain Ité. C'est là que vous voyez la psychologie des autocrates. Ils sont toujours entourés de médiocres personnages auxquels ils prêtent des qualités qu'ils n'ont pas. Vraiment, un ambassadeur qui, en réalité, a une culture très très faible. Un ambassadeur qui ne maîtrise pas correctement la langue française. Peut-il affronter un intellectuel de mon niveau sur les réseaux sociaux? Mais c'est Macron qui l'a envoyé. C'est le premier poste que Macron avait donné à Ité. Ité était chargé de surveiller les réseaux sociaux africains et de s'attaquer à ceux qui sont, en quelque sorte, les acteurs majeurs de la prise de conscience anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste. C'était ça son travail. C'est ce pourquoi il était payé à la fin du mois. Il est venu, il s'en mord les doigts, il s'est pris une déculottée, une volée de bois vert, une fessée souveraine sur les réseaux sociaux. Et quand Macron s'est rendu compte que Ité n'était pas à la hauteur, c'est vraiment pas gentil, il l'a encore envoyé dans un autre chaudron. Il l'a envoyé ambassadeur de France au Niger. Est-ce que ce type-là méritait d'être ambassadeur de France au Niger? Quand vous prenez du recul. Vous avez vu comment il s'est comporté au Niger? À peine arrivé au Niger, il s'est mis l'opinion nigérienne à dos. Les étudiants nigériens ne pouvaient plus l'encadrer. Ils ont failli le bouffer cru un jour. Dans une conférence au campus, à l'université Abdul Moumouni de Niamey. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis à s'attaquer à l'honneur, à la dignité de tous les Africains, en prétendant que l'eau du Niger appartenait à l'Union européenne. Le Niger, l'immense Niger, plus d'1 million de kilomètres carrés. Toute l'eau qui coule là-bas, c'est votre eau. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le type avait des problèmes de logique. Il avait un problème d'articulation entre ses idées. Et c'est Macron qui l'a choisi.
Vous voyez, le choix de Macron ressemble à Macron. Bon, là-bas aussi, on lui a demandé de partir. Il a été chassé. Comme il avait été chassé des réseaux sociaux par la puissance de frappe des panafricanistes, il a ensuite été chassé du Niger par la puissance de frappe des autorités du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Il a fui le Niger, non sans y avoir commis des gaffes, des casseroles qui le poursuivent jusqu'à maintenant dans les tribunaux de France et de Navarre. Maintenant, on l'a affecté où? Vous voyez comment Emmanuel Macron n'est pas gentil? Avant de l'affecter, le type s'est mis à écrire un livre dans lequel il racontait sa vie, racontait ses souffrances d'ambassadeur de Macron. Le livre a été censuré par Macron. Sylvain Ité a voulu sortir, je pense courant début 2025 même, un livre à Paris qui a été censuré par son patron. Parce qu'il y avait des paragraphes dedans qui montraient qu'on l'avait envoyé au casse-pipe, au Niger. Le livre a été censuré. Et comme il tenait à beaucoup parler, Macron a fini par dire, il faut qu'on le case, il faut qu'on le case. Il faut qu'on le case. Si on ne le case pas, il va faire d'autres conneries. Il faut qu'on le case. Vous savez où il a affecté? Ambassadeur de France en Colombie. J'ai dit, quand tu n'aimes pas quelqu'un, voilà des postes où tu l'envoies. En Colombie. Un pays en guerre et un pays qui est en crise de narcotrafic sévère. C'est là-bas que tu envoies un type pareil. Donc, vous voyez très bien, aux différents postes auxquels on a affecté Sylvain Ité, qu'en réalité, Emmanuel Macron le considère comme un homme qu'on peut envoyer n'importe où. Un homme à tout faire, mais en même temps, un homme qui finalement ne sait rien faire. C'est-à-dire, en fait, c'est un bouche-trou diplomatique, on le déplace comme ça, on le promène, on l'envoie sur les réseaux sociaux, nous en faisons du confetti, on l'envoie au Niger, le président Tiani le chicote, on l'envoie en Colombie. Là-bas, là, il faut bien suivre ce qu'il fait là-bas. Il va énerver les gens là-bas. Sa manière inimitable de s'asseoir n'a pas changé. Donc quand Macron apprend que son homme bon à tout faire, il n'y a rien du tout, s'est pris une déculottée, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Macron dit, mais c'est pas possible, mais il va falloir trouver un moyen de briser cet homme. Il va falloir trouver un moyen de l'écraser. Et forcément, il y a un de ses conseillers qui lui dit, mais on a quand même des déclarations beaucoup plus explicites, extrêmement outrageantes, des déclarations intolérables qu'il a faites contre vous, Monsieur le Président. Et Macron leur dit à ses conseillers de la cellule africaine de l'Élysée, quelle déclaration, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il dit que vous êtes le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. C'est quand même très grave. Il vous traite de chef de junte. Junte néocolonialiste. Junte terroriste. Vous vous rendez compte, accuser un chef d'État français de terrorisme? Alors, je vous donne des conseils. Je vous recommande tout de suite de me monter un dossier. Nous allons le traîner en justice pour outrage à chef d'État. Et s'il le faut d'ailleurs, on va lui mettre un mandat d'arrêt international. Hein. Ah non, 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 non. Ça ne va pas continuer comme ça. Hein. Bon, voilà pourquoi je dis, Macron va-t-il enfin me traîner en personne? Parce que c'est lui qui m'a traîné à travers IT. C'est lui qui me traîne dans tous les tribunaux de France d'ailleurs. Macron va-t-il enfin me traîner en personne? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être courageux un jour? Est-ce qu'il va enfin se comporter comme un garçon? Va-t-il enfin me traîner en personne? Parce que, en fait, c'est à Macron que j'ai affaire. IT, c'est rien. C'est un sous-fifre macronien. C'est à Macron que moi j'ai affaire. Va-t-il enfin me traîner en personne devant les tribunaux de France? Par exemple, je lui propose de me porter plainte parce que j'ai dit qu'il est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Voilà. Ce sera l'occasion pour moi de faire une description phénoménologique de l'action politique de Macron. C'est-à-dire que je vais justifier chacun des points. Prenons chef de la junte. D'abord, c'est une expression qui a été fortement utilisée ces derniers temps par Emmanuel Macron lui-même pour parler des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il ne pourra pas se plaindre qu'on utilise cette expression pour parler de lui. Parce que, je sais, du point de vue simplement de l'expression, chacun peut utiliser les mots de Macron, n'est-ce pas? Donc, pour chef de junte, il suffira de prendre toutes les fois où Macron a appelé les dirigeants d'autres pays chefs de junte. Et on va présenter ça au juge en disant, si lui, il peut dire ça, on ne peut pas le dire de lui. Maintenant, entrons dans ce que c'est qu'une junte. Je vous donne l'avant-goût du procès avec Macron. S'il a le courage, s'il a les couilles de me porter plainte, pour ainsi dire, en personne. Junte, on va d'abord prendre toutes les fois où il a traité les autres de chefs de junte. Et on va dire au juge,
Lui, il traite les dirigeants des pays étrangers de chefs de junte. Mais pourquoi on ne pourrait pas lui aussi le traiter de chef de junte? À titre simplement d'échange de bons procédés. Ça, c'est un. Je suis toujours sur junte. Qu'est-ce que c'est qu'une junte? Une junte est un groupe d'hommes armés qui imposent leur volonté par la force à une communauté politique, à un pays. Et ils imposent cette volonté comment? En ayant pris le pouvoir par coup d'État. N'est-ce pas? C'est ça une junte. Ok. Mais si c'est ça une junte, le gouvernement de Macron actuellement est une junte. Pourquoi? Parce que Macron ne possède pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il gouverne en utilisant un article césarien, antidémocratique, un article putschiste de la Constitution française. L'article 49.3. Cet article-là consacre l'abus de pouvoir du président contre la volonté du peuple. Le gouvernement de Macron est donc une junte. Puisqu'en fait, il gouverne seulement parce que quand il donne des ordres à la police pour frapper sur les gilets jaunes, pour frapper sur les étudiants, pour frapper sur les opposants, la police obéit. La gendarmerie lui obéit, l'armée lui obéit encore. Donc ce n'est que par la force que Macron est président. Si c'était la volonté du peuple français, Macron aurait déjà été extrait physiquement, manu militari par le peuple et chassé du palais présidentiel. C'est parce qu'il est protégé par des hommes armés que Macron est encore président de la France. Un de ses ministres, par exemple, a été recherché par la foule armée d'un tracteur. Il s'appelait Benjamin quelque chose. J'ai oublié son nom, mais son nom commençait par Benjamin. La foule française en colère a pris un tracteur et allait chercher le monsieur, Benjamin Griveaux. La foule est allée le chercher dans son bureau. Il a fui. S'il était possible d'aller chercher Macron avec un tracteur au palais de l'Élysée, les gens iraient le chercher. Par exemple, les agriculteurs français, là, s'ils étaient sûrs qu'ils ne seraient pas empêchés par les gendarmes, les policiers, ils iraient le chercher à l'Élysée. D'ailleurs, lui-même a déjà, provoquant les Français, dit qu'ils viennent me chercher, je les attends. Il se cache derrière la police, la gendarmerie, l'armée, la garde présidentielle et il dit aux Français, venez me chercher. Dis-leur de s'écarter et dis ça aux Français, tu vas voir. Le même Macron, là, vous voyez ce qui lui arrive? Quand il sort en ville, en France, il est hué au stade. C'est-à-dire que si Macron n'avait pas sa garde autour de lui, le public au stade le lyncherait. Il est hué dans tous les quartiers populaires français où il passe. Maintenant, quand il sort de France pour venir en Afrique, vous avez vu ce qu'il est arrivé au Kenya? Hué, en direct. Et maintenant, il a eu peur même de venir au Ghana parce que les panafricanistes l'attendaient là-bas pour le huer, le conspuer, le chasser. Donc, moi j'ai la preuve que Macron est à la tête d'une junte. Parce qu'il gouverne la France par la force. Il gouverne la France par le coup d'État constitutionnel. Sa manière de gouverner la France n'est pas différente de celle de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire ou de Biya à la tête du Cameroun. Ce sont des putschistes constitutionnels. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont la police, la gendarmerie, l'armée avec eux. C'est tout. Donc moi je serais prêt à argumenter devant des juges que Macron est un chef de junte parce que en fait il gouverne par la force. Je reprendrai les actes criminels qu'il a posés contre les gilets jaunes. Je reprendrai les usages qu'il a fait de la force, par exemple, pendant la période du Covid-19, la manipulation du Covid pour brimer les Français. Je prendrai tellement d'exemples pour montrer que Macron est un dirigeant violent. Et je donnerai l'exemple de l'instrumentalisation des juges par ce Macron-là pour se faire craindre. Et je montrerai sans difficulté qu'il est un chef de junte. Je prendrai la liste des ministres de Macron qui sont mouillés et concernés dans les scandales et qui ne sont pas poursuivis. Et je montrerai que c'est un chef de junte. Ce serait un très bon procès. C'est le meilleur service que Macron puisse me rendre. Me porter plainte. Je me présenterai intuitu personae au tribunal pour lui faire face. Bon, maintenant, je dis chef de junte néocolonialiste. Que Macron soit un président néocolonialiste, ce n'est pas vrai que de lui. Son prédécesseur Hollande l'était. Le prédécesseur d'Hollande, Sarkozy, l'était. Le prédécesseur de Sarkozy, Chirac, l'était. Le prédécesseur de Chirac, à savoir donc Mitterrand, l'était. Le prédécesseur de Mitterrand, à savoir Giscard d'Estaing, l'était. Le prédécesseur de Giscard d'Estaing, à savoir Poher ou même Pompidou, l'était. Et le prédécesseur de Pompidou, c'est le grand maître créateur de la France-Afrique. C'est lui qui a organisé l'arnaque de la pseudo-indépendance d'une quinzaine de pays africains. C'est Charles de Gaulle, le plus gros néocolonialiste de l'histoire de France du XXe siècle.
Charles de Gaulle. La Ve République a été bâtie sur le néocolonialisme français. Je n'aurais aucune difficulté à montrer que Macron est à la tête d'une politique néocolonialiste. Il a maintenu tous les éléments du néocolonialisme français. L'occupation militaire visible et invisible de l'Afrique. Il l'a maintenu. L'exploitation économique, l'extorsion des richesses africaines, il l'a maintenu. L'immiscion dans les affaires africaines, la manipulation des institutions africaines pour imposer des valeurs permettant la continuation du pillage de l'Afrique, il l'a fait. Macron est coupable même de crimes de guerre, ouvertement perpétués. L'armée française sous Macron a tiré sur les foules africaines. Elle l'a fait. Elle l'a fait au Mali. On a parlé de bavure. Elle l'a fait quand elle a été chassée du Mali et qu'elle traversait le Sahel. Elle l'a fait au Burkina. Elle a tiré sur les foules au Niger. Comment ça s'appelle? Ce sont des crimes. Ce sont des crimes de guerre. Maintenant, quand je dis les chefs de la jeune terroriste, mais le soutien d'Emmanuel Macron au groupe terroriste qui ensanglante le Sahel, est-ce que c'est un soutien qui se cache? Le Front de libération de l'Azawad, qui est un groupe terroriste, le JNIM et leurs leaders, ne sont-ils pas ouvertement soutenus médiatiquement, politiquement, diplomatiquement par Macron, par des généraux, des officiers, des agents de renseignement français? Hein? La presse française officielle n'est-elle pas ouverte, largement ouverte pour les chefs terroristes qui ensanglantent le Sahel? Quelle difficulté y aurait-il ici à établir que la France fournit des armes, qu'elle fournit de l'argent à travers par exemple le mécanisme des rançons aux groupes terroristes? Que les attaques que subit le Mali, le Burkina Faso, subissent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont soutenues par des instructeurs de la Légion française, déguisés tantôt en ukrainien. Qu'est-ce qu'il y aurait de difficile à établir? Emmanuel Macron est bel et bien chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Je ne le dis pas parce que je le déteste, d'autant plus d'ailleurs que j'ai de bonnes raisons de le détester. Je le dis parce que c'est vrai. Et moi, même quand je déteste quelqu'un, je dis contre lui des choses qui sont vraies. Parce que je n'aime pas détester quelqu'un pour quelque chose de faux. À ce moment-là, c'est moi qui serais détestable. Donc, Emmanuel Macron, s'il me donnait l'occasion, en se plaignant parce que j'aurais outragé sa majesté, Macron premier, ou je ne sais, deuxième ou cinquième, qu'il me donne l'occasion de démontrer devant les tribunaux français, avec l'intrépide collectif des avocats, coordonné par maître Ndjifutao Woshaou Aboubek, alias le mantra du droit, qu'il nous donne l'occasion de venir au tribunal lui montrer qui il est. Nous allons le décrire là-bas. Macron est bel et bien le chef de la junte néocolonialiste et terroriste. Je peux prouver qu'il est un chef de junte, je peux prouver qu'il est néocolonialiste, et je peux prouver qu'il est terroriste. Pourquoi voulez-vous que je ne le dise pas? Quelque chose que je peux prouver, je ne peux pas le dire. Je peux le dire, puisque je peux le prouver. Qui peut le plus, peut le moins. Prouver, c'est faire plus que dire. C'est dire pourquoi on a raison de dire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà, s'il le veut bien, qu'il ouvre cette nouvelle lucarne, puisqu'il a décidé de faire de moi son principal opposant africain en France. C'est Macron qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Il m'a choisi, il a fait de moi son principal opposant africain en France. Il n'y a pas deux. Et il sera, dans tous les cas, inscrit dans les annales de la France qu'il y a un intellectuel africain de France qui a battu Macron au tribunal le 18 juin 2026. C'est-à-dire que même si Macron se débrouille pour manipuler d'autres juges, ce dont il sera de moins en moins capable, parce que les juges français semblent avoir décidé de reprendre leur honneur. Même si Macron décidait cela, il sera quand même dit que le 18 juin, je l'avais battu. Et l'objectif que nous poursuivions, c'était d'avoir ne serait-ce qu'une occasion de montrer au monde entier qu'on peut battre Macron. Macron, président de la République, on peut le battre au tribunal à Paris, en étant un Africain de France. Ça, je serais fier jusqu'à la dernière seconde de ma vie sur cette terre d'avoir accompli cela. Et ceux qui suivent mon action pourront marquer le 18 juin 2026 comme un moment fondamental de mon action. J'avais déjà dit que je serais le terminus de Macron.
Les gens ne m'ont pas écouté. Eh bien, maintenant, je suis d'abord le premier à qui il a appliqué sa législation sur l'ingérence. Parce que l'arrêté du 10 février 2026, je suis la première personne à laquelle la loi sur l'ingérence inventée par Macron a été appliquée. Il m'a choisi. Et moi aussi, je suis le premier à le battre. Lui, Macron, au tribunal. Enfin, il envoie son ambassadeur, son représentant personnel, se présente. Son représentant personnel a quitté la Colombie pour venir à Paris, afin qu'on me condamne. Et c'est lui qui a été condamné au départ. Et ça, c'était le but. De trouver sur notre chemin des justes de France qui oseraient dire la vérité à Macron, même seulement une fois. C'est déjà fait. De ce point de vue, l'objectif est atteint. Il peut ouvrir 25 affaires contre moi, Macron. Il y en a une où je l'ai battu. Ça suffit. L'avoir battu là montre déjà le chemin à tous les autres Français qu'il a brutalisés. À tous les autres Français qu'il a spoliés. Tous maintenant savent que si un Français d'origine africaine a pu battre Macron, battre un ambassadeur de Macron au tribunal, nous le pouvons. Et c'était ça le but. C'est le réarmement moral. Plusieurs Africains sont torturés dans ce pays. Torturés en Europe. Torturés en Occident. Et même torturés par l'idée qu'ils ne pourront jamais remporter de victoire. Notre victoire est là pour leur dire que l'impossible n'est pas africain. Il n'y a pas de signe indien contre l'Afrique. Nous sommes le berceau de l'humanité et par notre pugnacité, notre persévérance, notre solidarité, nous devons mener le combat. Donc, oui, si Macron voulait, enfin, comme on me dit qu'il veut le faire, me traîner au tribunal, parce que j'aurais porté atteinte à la dignité de sa fonction, que je l'aurais outragé, ce serait une tribune extraordinaire pour accélérer sa chute. Je lui souhaite d'avoir ce courage, de venir face to face, pas back to back comme il aime venir, par des arrêtés, des espions qui me poursuivent dans les avions, essayent de me repérer dans les hôtels, par l'écoute de mes téléphones, les téléphones de mes avocats. Il nous fait tout ça. Les tracasseries à l'aéroport, à l'entrée, à la sortie, les augmentations abusives de mes impôts, le harcèlement. Là même maintenant, c'est lui qui gère mes comptes bancaires. Maintenant, tout d'un coup, il refuse de payer mon crédit immobilier et mon crédit de voiture, que j'ai toujours payé. Je n'ai jamais eu d'arriéré sur ces crédits-là. C'est lui qui gère mes comptes. Quand mon argent entre, c'est le ministère français de l'économie et des finances qui gère mes comptes en France. Je n'ai pas accès à mes comptes. Et il s'amuse à créer artificiellement un conflit entre la banque qui m'a prêté de l'argent pour acheter ma maison, que j'étais en train de finir de rembourser, et une voiture que j'avais presque fini de rembourser. C'est lui qui gère mes comptes et il empêche artificiellement le paiement de ses créanciers afin de me mettre sous pression avec ma famille. Voilà la petitesse de Macron. Voilà dans quoi ce monsieur-là est. La nuisance permanente, la méchanceté ordinaire. Et qu'il vienne en face. J'ai dit qu'il est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Macron, venez me voir au tribunal. IT est venu, il a mordu la poussière, venez, vous aurez votre déculotté. Car je vais vous démontrer que vous êtes réellement ce que j'ai dit. En disant que vous êtes le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, monsieur le président Macron, je ne vous insulte pas, je vous décris. Comme le dirait le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une insulte, c'est une description. C'est une description. Bon. Donc vraiment, je tenais à dire cela. Et je tiens une fois de plus ici à saluer les courageux magistrats qui se sont dressés pour dire le droit. Il était temps que Macron connaisse une déconvenue comme celle du 18 juin. Ces magistrats sont là pour reconnaître que, au fond, finalement, le combat que nous avons mené n'était pas un combat contre le peuple français. Ce n'est pas un combat raciste. Je ne suis pas raciste. Je ne détesterai jamais un être humain en raison de la couleur de sa peau.
Ce n'est pas un combat contre le peuple français, c'est un combat pour la dignité et la souveraineté de l'Afrique. Donc je salue les magistrats qui font honneur à cette France en déclin, qui font honneur à la conscience morale française, en disant à Macron, stop. Vous ne pouvez pas continuer à nous utiliser injustement contre les innocents. Stop. Dans moins d'un an, vous, Macron, vous ne serez plus président de la République. Et nous, nous sommes magistrats de la République. Nos carrières devront se poursuivre. Il ne faudra pas qu'à cause de vous, nos carrières soient flétries, enténébrées et salies. Je salue les magistrats de la 17e chambre correctionnelle qui ont eu le courage de dire son fait à Macron IT Sylvain. Parce que c'est Macron IT Sylvain. IT était là-bas, fort de son statut d'ambassadeur de France en Colombie, sûr de pouvoir influencer par là les magistrats du tribunal correctionnel. Et je vous rapporte une scène. Après le procès du 7 mai, alors même que les magistrats avaient remis le délibéré pour le 18 juin 2026, et que chacun devait rentrer chez lui, eh bien, les avocats de IT étaient allés au bureau des magistrats qui avaient jugé. Après, mes avocats qui passaient pour aller au secrétariat du greffe tombent sur les individus en train d'aller dans le bureau pour mettre la pression sur le magistrat. Ils ont failli littéralement disparaître, fondre de tout leur corps quand ils ont été croisés là-bas. Qu'allait-il faire là-bas? Si ce n'est essayer de faire peser l'exécutif sur le législatif. Qu'allait-il faire là-bas? Voilà la gravité de la situation dans laquelle se trouve, eh bien, de faire peser l'exécutif sur le judiciaire, pas le législatif. Voilà la gravité de la situation de la France. Les magistrats qui sont sous pression. Des ministres, des ambassadeurs de Macron qui se présentent devant les tribunaux en essayant de se prévaloir de Macron pour biaiser le droit. Voilà la situation dans laquelle s'est retrouvée, eh bien, malheureusement, la France ces derniers temps. Donc, Macron va-t-il enfin me traîner en personne devant les tribunaux? Tout dépend de lui. Mais moi, je ne manquerai pas de saisir l'opportunité qu'il me donnerait alors d'aller au bout de la logique de ce combat, à savoir, lui, sa déculottée. Car on sait que c'est lui qui est derrière tout ça. Je n'ai pas de problème avec Sylvain Ité. J'ai un problème, eh bien, avec Macron. Car c'est Macron qui utilise Ité pour me persécuter. C'est comme ça que j'avais perçu les choses et c'est ce que j'avais dit. En combattant Sylvain Ité, je combattais Macron en fait. Je ne me suis pas laissé distraire par l'alibi, le prétexte itéen. Je voyais en permanence le nez de Macron. Je voyais sa tronche dans cette affaire. Et je ne m'y suis pas trompé. L'omerta dont j'ai parlé tout à l'heure vient confirmer cela.